Bonjour et bienvenue dans cette vidéo LTSpice sur les sources commandées et quadripoles. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les sources commandées sur LTSpice. Ensuite, nous aborderons le sujet des quadripoles, avec dans un premier temps une courte partie théorique, suivie d'un exercice qui sera la partie principale de cette vidéo. Enfin, j'ajouterai deux commentaires. Le premier sur comment passer d'une source de tension commandée en une source de courant commandée dans le quadripôle. Et à travers un exemple, je vous montrerai l'importance de contrôler les résultats expérimentaux. Dans cette partie, nous allons voir 6 sources dépendantes de LTSpice. À chaque fois, vous retrouvez le nom et le symbole de chaque source afin que vous puissiez les retrouver dans la liste de composants de LTSpice. Ici, nous avons un circuit avec une source de 1 volt, une résistance de 10 ohms et un courant donc de 0,1 ampère. Pour la source de tension commandée par une tension, on la configure en entrant le gain entre la tension de sortie et la tension en entrée. Si on lance la simulation, on voit que la tension en sortie est bien égale à 2 fois la tension en entrée. Pour la source de tension commandée par un courant, on entre premièrement le nom de la source de tension dont on considère le courant et ensuite la transrésistance entre la tension de sortie et le courant en entrée. Et on obtient ici moins 200 mV. Alors pourquoi est-ce que l'on a un signe moins? Eh bien parce que si l'on observe la sonde de courant sur la source de tension, on observe qu'elle est dans le sens opposé au courant dans le circuit. Et elle vaut moins 100 mA. Et donc c'est pour cela qu'on a ce signe moins. Et donc il faut être très attentif à cette subtilité. Pour les deux prochaines sources commandées, la logique est la même. Et enfin, pour les sources Arbitrary Behavioral Current and Voltage Source, on les configure en entrant une expression soit pour le courant ou pour la tension. Et pour le courant, ici, on voit qu'il est égal à 2 fois la tension, donc 2 fois 1, plus 2 fois le courant dans le circuit, donc 0,2. Et donc le résultat, le courant dans R5, est bien égal à 2,2 ampères. On voit alors que LTSpice a géré automatiquement les unités de cette expression. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les sources commandées, vous pouvez aussi vous référer à l'aide de LTSpice. Un quadripôle est un élément de circuit électrique avec deux ports. Le courant qui entre dans le terminal d'un port doit être égal au courant qui sort de l'autre terminal du même port. Le but d'un quadripôle est d'isoler et analyser un circuit comme une boîte noire. Lorsqu'un circuit est linéaire et que nous avons un signal sinusoïdal, on peut utiliser les phaseurs. Une manière de lier les courants et tensions sur les deux ports est d'utiliser une matrice avec 4 paramètres d'impédance appelée matrice d'impédance. Les deux équations obtenues sont équivalentes à ce circuit, et donc ce circuit est équivalent au circuit dans le quadripôle. On peut déterminer Z11 comme étant U1 sur I1 lorsque I2 égale 0 et utiliser cette même logique pour les trois autres paramètres. Lorsqu'un quadripôle est dans un circuit de ce type, avec à gauche une source représentée par son équivalent de Thévenin et à droite
une charge représentée par son impédance d'entrée, on représente le quadripôle ainsi, avec trois paramètres, Zin, Zout et une source U de O. Zin est l'impédance d'entrée vue à l'entrée du quadripôle lorsque la sortie est chargée par une charge ZL. Zin est égal à U1 sur I1 et est aussi égal à cette formule lorsque l'on connaît les paramètres de la matrice d'impédance du quadripôle. Zout est l'impédance de sortie, donc l'impédance vue à la sortie, quand l'entrée est fermée par Zs, donc lorsque US est égal à 0, donc lorsque US est remplacé par un court-circuit. Zout est aussi égal à U2 sur I2 et égal à cette formule. Enfin, U de O est la tension en circuit ouvert et peut être aussi calculée par cette formule. Maintenant, nous allons voir une manière de calculer ces trois paramètres à travers un exercice. Voici le circuit que nous allons étudier. À gauche, nous avons une source de tension sinusoïdale avec une résistance de 50 ohms en série. À droite, une charge qui est une résistance de 9,1 kΩ. Et au milieu, un quadripôle avec à l'intérieur une paire différentielle. Donc il se peut que vous ne connaissiez pas ce circuit ainsi que les transistors, mais ce n'est pas un problème pour la suite de l'exercice. L'objectif ici, ce sera de vous montrer que on peut prendre un circuit relativement complexe et le représenter dans un quadripôle plus simple et plus condensé. Je vais vous présenter maintenant l'idée du comportement de cette paire différentielle. Alors si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas un problème pour l'exercice. Ce qu'il faut avoir bien en tête, ce sera la conclusion de cette partie. La paire différentielle est construite telle que si on applique un petit signal AC en entrée, eh bien cette partie-là se comporte comme une résistance, cette partie comme la Terre, et ici les deux transistors peuvent être représentés par deux résistances et une source de courant commandé linéaire. Ainsi, ce quadripôle est linéaire et on a un signal sinusoïdal. De plus, comme il est dans un circuit avec une source de courant, une source de tension à gauche et une charge à droite, eh bien, on peut représenter le quadripôle ainsi, donc avec une impédance d'entrée, une impédance de sortie et aussi une source de tension. Et il faut aussi noter que il n'y a pas de capacité ni d'inductance. Ainsi, les éléments ici seront purement résistifs, donc on n'aura que des résistances. Et donc, finalement, on pourra représenter notre quadripôle à l'aide d'une résistance d'entrée, d'une résistance de sortie et d'une source de tension commandée par la tension U1 avec un gain AV. Ce qu'il nous reste maintenant à calculer, c'est Rin, Rout et AV. Pour calculer le gain en tension AV de la source de tension U de O, on enlève la résistance RL de sorte à avoir à droite un circuit ouvert. Ainsi, I2 égale 0, et donc on n'a pas de chute de tension dans la résistance Rout, et donc U2 va être égal à U de O, qui va être égal à AV fois U1. Et donc AV sera égal à U2 divisé par U1. Si l'on calcule ça sur notre circuit,
On prend donc V2 qui est égal à V de 1 moins V de 2, divisé par V1. On a enlevé ici la résistance de sortie, et le résultat vaut moins 188. On remarque aussi qu'à partir d'une certaine fréquence, donc dans les hautes fréquences, on a une fréquence de coupure. Cela est dû en fait à des capacités parasites dans les transistors, mais nous ne nous intéresserons pas à ce cas-là et nous étudierons notre circuit uniquement dans un intervalle de fréquence où on peut négliger cet effet. Pour calculer la résistance d'entrée Rin, on a tout simplement que Rin est égal à U1 sur I1. Pour cette mesure, on garde RL. Sur notre circuit, on n'a que V1 divisé par IRS, donc I1, est égal à 14 200 kΩ. Comme nous avons vu en théorie, pour calculer la résistance de sortie Rout, on annule tout d'abord la source de tension US, donc on la remplace par un court-circuit. Ainsi, US égale 0, donc U1 égale 0, et donc U2O égale 0. On peut alors écrire que Rout sera égal à U2 sur I2. Donc on pourrait calculer de cette manière Rout, mais on va aussi voir une autre manière de calculer Rout. Si on met maintenant ici une source de tension UM, avec ici une résistance RM en série, eh bien si l'on utilise le principe de diviseur de tension avec deux résistances, donc RM et Rout, on peut écrire que U2 sera égal à cela, et donc Rout sera égal à U2 divisé par UM moins U2 fois Rm. Observons cela sur notre circuit. Donc, nous avons UM, qui est une source sinusoïdale d'amplitude d'1 volt, et Rm, la résistance que l'on a ajoutée qui vaut 5 kΩ. Alors en rouge, si l'on mesure V2, on obtient cette valeur, et si on remplace cette valeur dans cette expression, on obtient numériquement que Rout égale environ 9,09 kΩ. Ensuite, en vert, pour confirmer ce résultat, j'ai affiché V2 divisé par I2, donc qui est égal à moins le courant dans la résistance Rm. Et on obtient aussi le même résultat. À gauche, nous avons le circuit que nous avons analysé et à droite, le quadripôle simplifié avec les valeurs Rin, Rout et AV que nous avons calculées. Si on lance maintenant la simulation de chacun de ces deux circuits, on observe que les courants et les tensions sur les deux ports sont les mêmes. Si on observe maintenant V2, on voit que V2 est environ égal à 93-94 volts. Si on prend notre circuit simplifié, on peut arriver à ce résultat assez rapidement. En effet, comme Rin est beaucoup plus grand que Rs, alors U1 sera environ égal à Us, donc environ égal à 1 volt. Ensuite, U2O est égal à moins 188 fois U1, donc environ égal à moins 188 volts. Et enfin, comme Rout est égal à RL, alors U2 sera égal à U2O divisé par 2, donc égal à moins 94 volts.
Et c'est environ ce que l'on a sur les deux circuits. Et donc, on peut voir par ces 4 mesures que l'équivalence est bien satisfaite. Maintenant, si l'on change la résistance de charge et qu'on relance les deux simulations, alors on voit que l'équivalence semble être maintenue. Toutefois, on note que V2 est beaucoup plus faible qu'avant. Donc V2 avant valait moins 94 volts et maintenant on n'a plus que moins 2 volts. Alors pourquoi cela? En fait, si l'on considère la version simplifiée du quadripôle et ces deux diviseurs de tension, donc le premier qui représente ce qu'il se passe à l'entrée du quadripôle et le deuxième ce qui se passe à la sortie du quadripôle. Alors on remarque pour la sortie, premièrement, si Rout est très grand par rapport à RL, alors U2 en sortie va tendre vers 0. Dans le cas où Rout est faible par rapport à RL, eh bien U2 va tendre vers U2O, et donc on aura une meilleure transmission du signal et donc une meilleure amplification. Et c'est pour cela que dans un amplificateur, on va chercher à avoir un Rout faible. Si on observe ce qui se passe en entrée, si Rin est faible par rapport à Rs, alors U1 va tendre vers 0. Et si Rin est beaucoup plus grand par rapport à Rs, alors U1 va tendre vers US, et donc on aura un meilleur signal transmis et une meilleure amplification. Et c'est pour cela que dans un amplificateur, on va chercher à avoir une résistance d'entrée élevée. De plus, on design aussi un amplificateur de sorte à avoir un grand gain. Lorsque nous avons construit notre quadripôle équivalent, nous avons utilisé une source de tension réelle commandée par la tension U1. Toutefois, il est aussi possible de construire le quadripôle à l'aide d'une source de courant réelle commandée par le courant I1. Pour dimensionner ce nouveau quadripôle, nous allons utiliser la relation d'équivalence entre source de tension et source de courant que vous avez vu en cours. Ainsi, le Rout en série avec la source de tension correspond à la résistance en parallèle avec la source de courant. Ensuite, on a que, par l'équivalence, U de O va être égal à I de O fois Rout. Et cela donne cette équation ici. On peut aussi écrire une deuxième équation, U1 est égal à Rin fois I1. En combinant ces deux nouvelles équations, on peut obtenir ce résultat, AI est égal à Rin divisé par Rout fois AV, et en entrant les valeurs que l'on a trouvées, on obtient que AI est égal à moins 293,4. À gauche, nous retrouvons le circuit avec la source de tension commandée, et à droite, le circuit avec la source de courant commandée. Notez que ici, j'ai rentré la valeur 293.4 et non moins 293.4. En effet, il faut tenir compte du sens du courant mesuré par LT-Spice dans la source de tension V. Si on lance la simulation,
et que l'on observe les courants et les tensions sur les pores des deux quadripôles, on obtient les mêmes résultats et donc l'équivalence est vérifiée expérimentalement. Lorsque l'on fait ce genre d'expérience, il est généralement mieux de ne pas se satisfaire d'un seul résultat. En effet, on peut souvent avoir des surprises. Nous allons voir ici un exemple. Imaginons que l'on veut calculer la résistance d'entrée Rin à l'aide d'une méthode similaire à celle que l'on avait utilisée pour calculer la résistance de sortie Rout. Donc cette méthode consiste à placer une résistance Rm sur l'un des terminaux du port d'entrée et d'utiliser la formule ici du diviseur de tension. Et on peut obtenir que Rin est égal à U1 divisé par U1' fois moins U1 fois Rm. Ensuite, si l'on modifie Rm jusqu'à obtenir U1 égale à U1' divisé par 2, alors cette situation implique que Rm doit être égal à Rin. Si l'on fait cela sur le circuit que l'on veut analyser, donc on place Rm sur l'un des terminaux du port d'entrée, et que l'on modifie Rm jusqu'à obtenir 20,8 kΩ, et lorsque l'on lance la simulation, on a que U1 divisé par U1' est égal à 0,5. Et donc cela implique que Rin est égal à Rm. Or, précédemment, nous avions calculé que Rin était égal à 14,2 kΩ et non égal à 20,8 kΩ. Pourquoi cela? Eh bien parce que on place une grosse résistance sur un seul des terminaux du port d'entrée. Or, dans le quadripôle, on peut remarquer une certaine symétrie, et donc en faisant cela, on modifie cette symétrie et par répercussion les propriétés du circuit dans le quadripôle, dont la résistance d'entrée. Une solution pour remédier à ce problème et trouver la résistance d'entrée lorsque le tout est équilibré, la solution consiste à répartir la résistance Rm de manière symétrique sur les deux terminaux du port d'entrée. Mathématiquement, en écrivant U1' ainsi et I1 égale à U1 divisé par Rin, lorsque l'on combine ces deux expressions, on peut obtenir la conclusion suivante. Lorsque l'on modifie Rm jusqu'à obtenir U1 égale à U1' sur 2, alors cela implique que Rin est égal à 2Rm. Donc voilà le circuit avec la résistance Rm répartie de manière symétrique sur les deux terminaux du port d'entrée. Lorsque Rm vaut 7,1 kΩ, alors on observe que U1 sur U1' est égal à 0,5 et donc cela implique que Rin doit être égal à 2 fois Rm, donc 14,2 kΩ, et c'est ce que l'on avait calculé précédemment. Il est donc important de ne pas se satisfaire d'une seule expérience et donc de comparer nos résultats avec d'autres expériences et aussi avec la théorie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne suite dans votre apprentissage sur LTSpice.